Entre autres choses, la chanteuse devrait aborder la vidéo de 2016 où Combs l'attaque, le procès fédéral de Combs. L'ex-petite amie de Combs, Cassie Ventura. Elle est l'une des nombreuses accusatrices de Combs, témoignant en tant que témoin clé. Est-elle prête? Elle est très prête et confiante. Merci. On l'appelait autrefois un magnat, un faiseur de rois, l'histoire de succès ultime dans l'hip-hop. Mais tout cela s'est effondré hier, lorsque Cassie Ventura est montée à la barre et a enflammé la salle d'audience avec des allégations si explosives que même les reporters les plus endurcis en sont restés stupéfaits. Elle est entrée, Rachel. Elle portait une robe marron moulante, visiblement enceinte, la tête haute, et n'a pas établi de contact visuel avec l'accusé, Sean Combs. Il a dit que Sean Combs contrôlait tout de ce qu'elle portait à l'éclairage de la pièce, en passant par la manière dont elle devait interagir avec la personne avec laquelle elle avait des relations sexuelles. Et encore une fois, juste pour réitérer, qu'est-ce qu'un freak-off? L'image lisse et puissante de Didi s'est fissurée en temps réel alors que son ex détaillait une allégation troublante après l'autre. L'homme qui dirigeait autrefois le monde de la musique comme un patron, maintenant assis là, le visage blême et sans voix. Pendant que Cassie racontait tout, et nous voulons dire tout, sans filtre, sans retenue, Didi n'a pas seulement réussi dans la musique. Il l'a dominée. Il a construit Bad Boy Records de toutes pièces, transformé des inconnus en mégastars, et créé une marque qui s'étendait à la mode, à la vodka et aux médias. Sur le papier, il était intouchable. Le modèle pour transformer le hip-hop en argent sérieux. Mais maintenant, cette image de Magna Poli est en train d'être déchiquetée. Le cerveau, le mentor, le mogul, le témoignage de Cassie peint un tableau beaucoup plus sombre derrière tout cet éclat et ce succès. Si ce qui est dit au tribunal est ne serait-ce qu'à moitié vrai, cela retourne complètement l'histoire. Le freak-off était, selon Cassie, quelque chose qu'elle a découvert par Sean Combs environ 1 an après le début de leur relation. Il l'a décrit comme du voyeurisme, voulant la regarder avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Et elle a dit qu'elle l'a fait parce qu'elle avait 22 ans, 20 et 1 an, elle était jeune, elle ne savait pas mieux, et qu'elle voulait plaire à Sean Combs. Pendant qu'il recevait des couvertures de magazines et des éloges sur le tapis rouge, Cassie dit qu'elle était piégée dans un monde totalement différent. La salle d'audience a ressenti un frisson lorsqu'elle a commencé à parler. Imaginez ceci. L'homme toujours impeccablement vêtu, disant toujours les bonnes choses, toujours en contrôle, soudainement exposé par quelqu'un qui connaissait le vrai lui. Ce qu'elle a décrit ne correspondait pas au Didi que les fans pensaient connaître. C'était comme entendre parler d'un étranger. Quand Didi est entré dans le tribunal pour le 2e jour, il avait tout l'air du patron milliardaire, flanqué d'avocats puissants, saluant les gens comme s'il possédait la salle. Costume impeccable, démarche assurée, même un sourire éclatant, mais l'ambiance a changé rapidement. Les témoins disent que dès Cassie a commencé à parler, toute son énergie s'est effondrée, cette fameuse assurance disparue. L'attitude calme du magnat s'effritant. En une demi-heure, il craquait visiblement. Elle n'avait même pas fini de parler, et son équipe juridique se levait déjà, essayant de bloquer ce qu'elle disait, comme s'il savait que ça allait frapper fort. Entre autres, la chanteuse devrait aborder la vidéo de 2006 où Combs l'attaque dans un hôtel alors qu'elle était sa petite amie. Combs a plaidé non coupable. Ses avocats soutiennent que la vidéo est une preuve de jalousie, pas de trafic sexuel. Et maintenant, pour la première fois, les jurés entendent ce que Cassie a à dire à ce sujet et sur d'autres aspects de leur relation de 10 ans. À un moment donné, elle avait même dit qu'elle attendait les freak-off avec impatience. Pourquoi Cassie a-t-elle exprimé attendre ses prétendus freak-off? Lorsque le procureur lui a demandé « Y a-t-il eu un moment où vous avez aimé les freak-off ?» C'est là que Cassie s'est étouffée et a dit « Oui, mais seulement parce que je passais du temps en tête à tête avec Con et je l'aimais vraiment. » Et cela parle de l'abus psychologique. Imaginez-le. L'homme qui contrôlait autrefois les contrats d'artistes et les médias, maintenant agité sur son siège, totalement incapable d'arrêter ce qui sortait au tribunal. Les gens présents disent qu'il ne pouvait pas rester immobile. La dynamique de pouvoir s'était inversée de manière brutale. Quand Cassie s'est enfin assise sur le siège des témoins, tous les regards se sont tournés vers Didi. Son visage serait devenu livide, comme si toute couleur avait disparu. Il a commencé à tripoter sa cravate, puis ses boutons de manchette, puis s'est assis là, se tordant les mains. Un reporter a dit qu'il avait même commencé à griffonner furieusement, passant des notes frénétiques à ses avocats comme s'il se noyait dans l'instant. Les notes allaient si vite qu'un des avocats de Didi a dû lever la main pour le ralentir. En plus des abus physiques qu'elle a potentiellement subis, qu'elle expose clairement, on voit quelqu'un qui était jeune, influencé par le désir d'avoir une carrière musicale.
Elle a signé un contrat pour 10 albums avec Bad Boy Entertainment, dirigé par Sean Combs. Elle décrit avoir été éblouie par Sean Combs, l'aimer, ne pas connaître certaines choses sur le plan sexuel, et lui qui lui apprenait, lui expliquait. Un reporter dans la salle a dit que c'était comme regarder quelqu'un réaliser pour la première fois qu'il avait complètement perdu le contrôle de son propre récit. Une autre personne présente a dit que Didi avait l'air carrément malade alors que Cassie continuait à parler calmement. Et elle ne criait pas, elle n'était pas émotive, elle racontait juste les faits, ce qui rendait tout encore plus percutant. Vous savez, j'étais jeune, naïf, je savais pas mieux. Mais elle raconte vraiment l'histoire de quelqu'un qui pensait être avec quelqu'un dans cette industrie musicale, qui allait aider sa carrière, qui se souciait d'elle, mais qui a rapidement appris après les freak-off que c'était pas le cas. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'elle a dit que après ce premier freak-off, elle s'est sentie sale, elle ne voulait pas le faire. Et quand elle a abordé l'idée d'avoir une conversation sur les freak-off dans un email, que les jurés ont vu, elle a dit qu'elle a reculé dans l'email parce que Combs a répondu en disant « Je sais que tu ne veux pas le faire ». Un témoin a même dit avoir vu Didi fermer les yeux plusieurs fois, comme s'il ne pouvait pas supporter de la regarder ou d'entendre les mots sortir de sa bouche. Et tenez-vous bien, c'était que le début. Au fil de l'après-midi, la salle d'audience a commencé à comprendre exactement pourquoi Didi s'effondrait. Ce que Cassie allait dire ensuite allait frapper le monde de la musique comme une bombe. C'était le genre d'allégation qui pourrait détruire l'empire qu'il a passé toute sa carrière à construire. Pour un homme habitué à produire et à manipuler chaque histoire à son avantage, c'était un récit qu'il ne pouvait ni éditer, ni tordre, ni contrôler. Et ça se jouait en direct. Elle a dit « Oh, non, c'est pas ça. » Mais c'était le début. C'était en 2010 où elle mentionne dans un email qu'elle voulait avoir une conversation à ce sujet. Et selon ses mots, elle voulait pas le faire, mais elle sentait qu'elle devait le faire. Diane, les procureurs n'ont pas perdu de temps pour plonger directement dans les prétendus abus que Cassie Ventura dit avoir endurés pendant des années. Ventura a dit aux jurés, je cite, « Il me frappait la tête, me renversait, me traînait, me donnait des coups de pied, me piétinait la tête quand j'étais à terre. » Elle a également décrit la nature de ces soi-disant « freak-off », disant qu'ils impliquaient l'embauche d'une escorte et qu'ils se déroulaient sous la direction de Combs, précisant qu'ils avaient lieu si fréquemment. Quand Cassie a enfin pris la parole, le silence dans cette salle d'audience était irréel, on pouvait entendre les gens respirer. Tout le monde savait que ce moment allait arriver, mais personne, pas même l'équipe juridique coûteuse de Didi, n'était pleinement préparé à ce qu'elle allait révéler. Après des années de silence, après avoir tout gardé en elle, Cassie avait enfin atteint le micro. Cela est devenu un travail pour elle de les organiser. Ventura a déclaré qu'elle ne sentait pas qu'elle avait vraiment le choix de participer. Elle craignait que Combs ne riposte ou ne la fasse chanter si elle refusait. Et elle a parfois dû prendre de profondes respirations, faisant des pauses dans son témoignage. Combs semblait écouter de manière plutôt passive, les mains sur les genoux à la table de la défense. Concernant sa relation avec Didi, certains de ces détails, nous les avons vus. Et quand elle a commencé, elle n'a pas attaqué de front. Elle a commencé doucement, et cela a rendu l'impact encore plus fort. Elle a ramené le tribunal au début, à l'époque où elle a rencontré Didi à seulement 19 ans. Il était déjà un acteur majeur de l'industrie, riche, connecté et puissant. Elle était une jeune mannequin espérant percer dans la musique. L'écart de pouvoir était énorme dès le premier jour et Cassie dit que Didi le savait. Selon elle, il a utilisé cet déséquilibre à son avantage dès le départ. Son histoire s'est construite comme un thriller à combustion lente. D'abord, les petites choses. Les prétendus check-in, qui ne semblaient pas si innocents, exigeant soi-disant de savoir où elle était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, il apparaissait sans prévenir lorsqu'elle sortait avec des amis. Ensuite est venu le contrôle de sa carrière. Elle a témoigné qu'il menaçait de mettre sa musique de côté si elle ne faisait pas ce qu'il voulait. Elle a affirmé qu'il sabotait des collaborations avec d'autres artistes s'il se sentait même légèrement menacé dans des procès antérieurs. Mais l'entendre à la barre, revivre ces moments elle-même, était différent. Il faut aussi se rappeler qu'elle est très enceinte en ce moment. Donc, je suis curieux de voir combien de temps elle tiendra à la barre, comment elle pourra supporter émotionnellement toutes ces questions. Et ce qui va être intéressant à observer, c'est que dès le départ, dans leur déclaration d'ouverture, la défense a dit qu'elle avait choisi d'être là. Donc, je suis curieux de voir comment elle répondra aux questions à ce sujet. Petit à petit, sa liberté s'est réduite. Puis est venue la partie qui a fait tomber les mâchoires. Les transcriptions du tribunal montrent que Cassie a témoigné que Didi avait soi-disant installé un logiciel de suivi sur son téléphone. Elle a dit qu'il l'appelait dans les minutes suivant son arrivée quelque part, sachant déjà exactement où elle était. Elle a affirmé qu'il l'a lentement coupée de toute personne qui aurait pu l'aider à s'échapper.
amis, collaborateurs, même des soutiens de longue date. Selon elle, il y est arrivé à un point où il était le seul à rester. La salle d'audience ne pouvait même pas contenir la tension. Le juge a dû rappeler à l'ordre 3 fois pendant cette section seule. Était-ce son choix ou sentait-elle qu'elle devait faire toutes ces choses? Je pense que ce qui a rendu Cassie émotive, c'est d'avoir à décrire les détails du freak-off et pourquoi elle l'a fait. Quand elle a parlé de vouloir le faire pour plaire à Sean Combs, c'est là qu'elle s'est effondrée. Jusque-là, elle répondait simplement aux questions. Elle est un peu douce dans sa voix par moments, mais c'est tout. Didi, lui, on rapporte qu'il secouait la tête, chuchotait furieusement à ses avocats, faisait des grimaces que le jury pouvait clairement voir. Chaque fois que le juge donnait un avertissement, il restait immobile, peu, être 5 minutes, puis recommençait. C'était comme regarder un homme qui a toujours obtenu ce qu'il voulait réaliser soudainement, que cette fois, il ne pouvait pas arrêter ça. Et puis, est venu le moment, celui qui a renversé la salle. Cassie a sorti son téléphone et l'a tendu à son avocat. Boum. Des messages textes et des emails ont envahi le grand écran pour que tout le monde les voie. L'expression sur le visage de Didi, un choc total. Il n'avait clairement aucune idée qu'elle avait gardé des preuves d'il y a des années. Des messages où il s'excusait soi-disant pour des explosions violentes. D'autres où il menaçait prétendument de mettre fin à sa carrière si elle parlait. C'était pas des allusions vagues. C'était des coups directs qui contredisaient fortement tout ce que son équipe avait dit au public. Mais ces messages, c'était que l'échauffement. Alors que Cassie continuait, son témoignage prenait une tournure encore plus sombre. Quand elle est devenue émotive, quand elle a dû répondre à la question de savoir si elle avait aimé ça, c'est là qu'elle s'est effondrée parce qu'elle a dit « J'aime être avec Sean Combs » et elle dit « Je l'ai fait parce que ça le rendait heureux ». Quel était l'air des jurés? Les jurés sont totalement concentrés sur ce que Cassie a à dire. Et c'est attendu, non? Parce qu'elle est la personne qui sera probablement à la barre, selon les avocats, pendant 3 jours. C'est elle qui était en relation avec Sean Combs pendant plus de 10 ans. Ce n'est pas normal. Appelle-moi. Mais le plus accablant, un producteur de longue date qui avait travaillé étroitement avec Didi pendant des décennies a envoyé à Cassie un message glaçant après quelque chose qu'il a vu en studio. « Je ne peux plus être là. » Dedans. Je lui ai dit d'aller chercher de l'aide. « Appelle-moi quand tu seras en sécurité. » Ces textos ont détruit l'image publique que Didi avait essayé de protéger. Son récit selon lequel personne n'avait jamais rien vu, que tout n'était que drame et exagération, s'est effondré. C'était pas juste des spectateurs. C'était des gens qui le connaissaient et ils étaient préoccupés. Et puis, ça a empiré, car ses propres messages sont venus ensuite. Des captures d'écran ont montré Didi envoyant des textos à Cassie comme « Je suis désolé pour hier soir. Tu sais comment je suis quand je bois. Ça n'arrivera plus. » Un autre message disait « Tous ceux dont tu as besoin pour arranger ça. Dis-le-moi. Nouvelle voiture, nouvel appartement, ce que tu veux. » Et puis sont venus ceux qui sonnaient comme de l'argent pour acheter son silence. « Mon avocat peut rédiger les papiers demain. 2 millions, rupture nette. Tu ne parles de rien des 5 dernières années. » Donc, je pense que c'est la leçon à retenir. C'est quelqu'un qui dit très clairement qu'à cette période particulière de sa vie, elle n'avait vraiment aucun contrôle sur ce qu'elle portait, ce qu'elle faisait, avec qui elle avait des relations sexuelles. Elle est une personne différente maintenant, mais je pense que quand elle parle de ces détails et même y réfléchit pour elle-même, comme nous l'avons vu aujourd'hui, elle s'est effondrée au tribunal, alors que ces messages étaient lus à voix haute au tribunal. Le silence était assourdissant. Tout le monde était captivé. Personne ne bougeait. Et Didi, il avait l'air d'un homme regardant tout ce qu'il avait construit s'effondrer autour de lui. Quelque chose de fou s'est passé dans la galerie. Les gens qui étaient entrés avec Didi ce matin, son entourage, ceux qui étaient assis derrière lui, montrant un soutien total, ont commencé à s'éclipser discrètement, un par un. Ils n'ont rien dit, n'ont pas fait de scène. Ils sont juste sortis, incapables de rester une minute de plus alors que les preuves s'accumulaient. Au moment où Cassie a fini cette partie de son témoignage, Didi était presque seul à sa table. Juste lui et son équipe juridique. Pas de renfort, pas de démonstration de force. Ce mur de soutien qu'il avait affiché plus tôt dans la journée avait disparu. Tout avait changé. Les preuves surprises, les textos, les photos, les enregistrements. Cela a renversé toute la salle d'audience. L'homme qui était entré comme un roi, comme le roi intouchable du hip-hop, a quitté ce palais de justice en ayant l'air anéanti. Même le cercle restreint de sécurité autour de lui ne pouvait le protéger de ce qui venait de se passer dans cette salle. Et soyons réalistes, ce n'était pas juste Cassie racontant sa version de l'histoire, cela ressemblait à une réécriture complète de tout l'héritage de Didi.
Les reçus qu'elle a présentés, la livraison calme et glaçante, les gens qui ont tendu la main pour essayer de l'aider, cela a peint un tableau qui ne va pas disparaître de sitôt. À ce stade, la question n'est pas de savoir si Didi va gagner le procès, mais si sa réputation peut survivre à ce que le monde vient d'entendre. Si cela vous a secoué comme ça nous a secoué, appuyez sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour explosives. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez. Est-ce la fin de l'empire de Didi? Et bien sûr, partagez ceci avec quelqu'un qui doit entendre toute l'histoire. On se retrouve au prochain.